Bonjour à tous, bienvenue pour cette masterclass BPI France Université sur le sujet Booster l'expérience de vos collaborateurs et de vos clients grâce à la psychologie positive. Donc cette masterclass est animée par Caroline Bonnard, qui est présidente et fondatrice de Business Up Academy. Donc la présentation durera 3/4 d'heure, vous aurez 30 minutes de présentation et puis après 15 minutes de questions-réponses. Donc je vous invite à poser toutes vos questions par chat et Caroline pourra y répondre à la fin. Donc je laisse la parole à Caroline. Merci. Merci Marie-Hélène, bonjour à toutes et à tous et ravie d'être aujourd'hui présente même si c'est à distance parmi vous. Donc effectivement, je suis présidente fondatrice de Business Up Academy et on est en charge en fait d'aider nos clients à booster leur expérience client et leur expérience collaborateur. Alors on peut se poser la question finalement, qu'est-ce que c'est que l'expérience client, qu'est-ce que c'est que l'expérience collaborateur? Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout comment booster son expérience client et son expérience collaborateur grâce à la psychologie positive. Alors, je vous propose trois grandes séances pendant cette masterclass. Premièrement, finalement, on parle beaucoup de l'ère de l'expérience économie, donc définir un petit peu ce qu'est l'expérience économie. Ensuite, on dira finalement qu'est-ce que c'est que la psychologie positive, parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet. Et puis, on verra quelle action concrète vous pouvez prendre, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que manager, en tant que start-upper, ou même à titre personnel, mais surtout dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour booster l'expérience des gens avec qui vous travaillez, que ce soit vos clients ou vos collaborateurs. Et comme l'a dit ensuite Marie-Hélène, nous aurons le plaisir de pouvoir répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous spammer de questions. Alors première question, aujourd'hui on entend tous parler de l'expérience. Il faut mettre vraiment tout son cœur à l'ouvrage pour augmenter l'expérience de vos clients, l'expérience de vos collaborateurs, l'expérience du patient. Quel que soit le domaine, en fait, on est beaucoup sur l'expérience. En fait, aujourd'hui, on est beaucoup moins sur l'achat d'un produit ou d'un service, mais beaucoup plus axé sur ce que va vivre le client. Donc, on parle beaucoup d'expérience client. Bon, j'ai repris une définition de Qualtrics, qui est une entreprise, une marque de SAP pour mesurer justement l'expérience client. Et Qualtrics définit l'expérience comme ce qui regroupe en fait toutes les émotions ressenties d'un consommateur vis-à-vis d'une marque. Alors ça peut être avant, à l'acte d'achat, au moment de l'acte d'achat et après l'acte d'achat. Donc effectivement, c'est intéressant de s'intéresser à tout ce qu'on va parler, le parcours client, très en amont du site internet jusqu'à tout le service après-vente et potentiellement toute la partie renouvellement. Et on va se rendre compte que finalement, on va être beaucoup plus attaché à cette partie, comment on va un peu cocooner le client d'une certaine manière, plus qu'au produit et au service. Le client va être plus attaché à l'expérience qu'il va vivre, plus qu'au produit ou au service véritablement qu'il a acheté, même si celui-là en fait bien entendu partie. Donc ce qu'on va avoir durant, ce que vous voyez ici, ce qu'on va avoir durant l'acte d'achat, on va effectivement avoir la facilité à trouver votre site internet, le design de votre site. C'est sûr que si vous entre guillemets, galérez à essayer de trouver quelque chose, l'expérience commence pas au mieux. Et puis pendant tout l'acte d'achat, donc là, ce sont toutes vos forces de vente qui sont à l'ouvrage pour pouvoir délivrer la meilleure expérience possible. Et puis ensuite, effectivement, comment est-ce qu'on va recevoir si c'est un produit? Et puis comment est-ce qu'on va nous suivre dans le temps, voire gérer des problèmes quand il y en a, puisque c'est toujours la même chose. Le deuxième sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est tout ce qui va être l'expérience collaborateur. Alors l'expérience collaborateur, c'est exactement la même chose, mais ramené au collaborateur, c'est toutes les expériences en fait que va vivre un collaborateur. Si on reprend, c'est pas l'acte d'achat, mais c'est toute sa période, donc très en amont, quand il va commencer à rentrer dans l'entreprise, mais même en amont, quand il va voir votre offre d'emploi, jusqu'aux entretiens qu'il va passer, d'où l'importance aussi, on verra, de bien traiter toute la partie entretien, quelle que soit l'issue. Et puis ensuite, effectivement, comment il va vivre toute sa vie au sein de l'entreprise, toutes les expériences qu'il va pouvoir avoir. On va entendre beaucoup parler de bien-être au travail, on y reviendra. Et puis ensuite, lorsqu'on va parler d'offboarding, lorsqu'il part de l'entreprise, aussi, comment est-ce qu'on peut le garder avec des clubs alumni, etc. J'ai repris cette citation de Jack Ma, qui est donc le fondateur d'Alibaba, parce qu'en fait, je pense qu'elle résume très bien l'état d'esprit de cette masterclass. Il nous dit, focalisez-vous sur vos clients ou sur vos équipes, ne perdez pas trop de temps à vous occuper de vos investisseurs ou de vos concurrents. Si les gens avec qui vous travaillez sont heureux, vous gagnerez. Et c'est probablement ça l'ère de l'expérience économie. C'est de mettre le maximum d'efforts pour faire en sorte que l'humain, finalement, soit content. On va bien sûr tout faire pour délivrer le meilleur service, le meilleur produit, mais on va faire en sorte que l'humain soit véritablement content de tout ce qu'il peut vivre, qu'il soit client ou qu'il soit collaborateur.
Alors, si on regarde tout ça, maintenant, vous avez à peu près compris, finalement, quand on parlait d'expérience client, d'expérience collaborateur, ce qu'on entendait par tout ça. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, je pense que vous êtes toutes et tous convaincus, comment on fait pour avoir la meilleure expérience client et la meilleure expérience collaborateur? Alors, il y a plein de techniques, mais il y en a une qui est intéressante, qui va être basée autour de la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, souvent, on a pas mal d'a priori là-dessus. On mélange souvent ça, en fait, avec la méthode Coué. Méthode Coué, c'est un peu « je vais bien, tout va bien ». La psychologie positive, c'est pas ça. La psychologie positive, ça a été créé par Martin Seligman en français, qui est américain, qui était psychologue de formation et également professeur en Pennsylvanie, et en fait qui était psychologue. Et son métier, c'était donc de traiter les maux, les problèmes des gens. Et la petite histoire voudrait qu'il n'arrêtait pas de grogner, et qu'un jour sa fille lui dit Papa, attends, il y a un truc qui va pas. T'es psychologue et tu grognes tout le temps, t'es jamais content. » Alors il s'est dit oui, c'est vrai, elle a pas tort en fait. Et en réfléchissant, il s'est rendu compte qu'il passait plus de temps avec ses patients à essayer de résoudre des problèmes, de trouver des solutions aux problèmes, que de travailler sur le bien-être de ses patients. Et plutôt que d'augmenter leur bien-être, plutôt que de réduire leur malheur. Alors il s'est dit, OK, c'est intéressant, et ça je pense qu'on est tous convaincus, hein, si on peut avoir plus de bien-être, je pense que tout le monde lève la main. Mais la question, c'est comment on fait? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de modéliser tout ça. Il a fait énormément d'interviews, il dit lui-même, il a tout testé sur lui, sur sa femme, sur ses étudiants et puis ensuite sur ses patients pour pouvoir voir comment ça pouvait marcher. Alors pour lui, on va beaucoup entendre parler de flow, être dans le flow de la vie, en fait, qu'on l'entend, hein, que ça glisse un peu tout seul, que ce soit d'ailleurs au niveau individuel, au niveau d'un groupe, au niveau d'une société. Et donc lui, il va étudier vraiment tout ce qui donne du sens à la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans sa modélisation, il donne véritablement une sorte de modèle qui non seulement est prouvé, sur lequel on a la main, parce que c'est quand même la question de se dire, oui, j'aimerais bien être heureux, mais comment, ou je voudrais bien rendre les gens plus heureux, mais comment je peux faire? Et avec des méthodes très précises et des indicateurs pour pouvoir faire évoluer les choses. Alors, les composantes du bonheur, d'après lui, basées sur la psychologie positive, c'est ce qu'il va appeler le PERMA. Le PERMA, donc c'est l'acronyme anglais pour le P qui va être les émotions positives, le positive emotions. Donc les émotions positives, très clairement, c'est comment vous avez vécu votre journée. Est-ce que vous avez eu des éclats de rire ou est-ce qu'au contraire c'était tout triste? Est-ce qu'au contraire vous avez passé plutôt des bons moments où vous étiez au soleil ou est-ce qu'au contraire c'était désagréable? En fait, c'est le fait de vivre, ça se conçoit assez aisément, de vivre des moments agréables de la vie. Donc ça semble assez naturel. Le deuxième chose, c'est l'engagement. L'engagement, pour lui, c'est il reprend l'expression souvent, être un avec la musique. Vous pouvez le voir que vous êtes engagé avec quelque chose lorsque vous ne voyez plus l'heure passer. On vous dit combien de temps vous avez fait après ça? Ah, je ne sais pas, j'ai plus vu l'heure passer. Là, c'est que vous êtes complètement engagé dans la tâche que vous faites. Et à ce moment-là, effectivement, on le voit même au niveau neuronal, il y a des zones du cerveau qui s'activent et qui envoient des hormones, des neurotransmetteurs de bonheur. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer aussi d'aller chercher dans l'expérience collaborateur et l'expérience avec ses clients. Comment est-ce qu'on peut engager au maximum pour que finalement, on soit tellement à la tâche, on est tellement captivé par ce qu'on fait qu'on ne voit plus l'heure passer et on est complètement dedans. Troisièmement, et ça, je pense qu'après quelques temps de confinement, on est à peu près tous convaincus, c'est les relations. Le fait d'être en contact, un animal et la femme sont des animaux sociaux, on a besoin d'être en relation avec des gens. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus après ces 2 ans. Donc comment est-ce qu'on va créer des relations avec les gens? Le fait d'isoler des personnes vont les rendre véritablement malheureuses. On peut créer même du mal-être au travail. Il y a eu des cas dans ce cas-là, en isolant complètement des gens. Donc on va effectivement aller chercher des relations et créer des moments de relation. Le M, c'est pour meaning, en anglais, qui veut donc donner du sens. En fait, je raconte souvent cette histoire, mais c'est l'histoire des 3 tailleurs de pierre. Vous avez 3 tailleurs de pierre, et tous les 3 taillent des pierres, et vous allez voir le premier, et vous leur dites « Qu'est-ce que tu fais ?» Le premier répond « Je taille des pierres ». Vous allez voir le deuxième, et vous lui dites « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Moi, je construis un mur ». Et vous allez voir le troisième, et vous lui dites « Qu'est-ce que tu fais ?» Et lui dit « Moi, je bâtis une cathédrale ». Ils font tous la même chose, néanmoins, ils ne donnent pas le même sens à ce qu'ils font. Et on se rend compte que l'individu, l'être humain, a besoin d'autant plus heureux qu'il a du sens dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de sujets autour du sens du travail. Et c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on va donner du sens pour la personne, pour son équipe, pour son entreprise et plus globalement pour l'humanité, voire pour la postérité. Donc ça va être aussi important parce que ce n'est pas si évident toujours dans nos sociétés actuelles.
Et enfin, le A, qui va être la partie achievement. Donc, toute la partie réalisation. Comment est-ce que je réussis, ce que je dois faire ou pas. Et donc, en fait, c'est un peu comme des champions sportifs. Quand vous réussissez votre objectif, ça vous donne des hormones de bonheur. Et donc, vous êtes bien, vous êtes heureux et vous avez envie même de vous dépasser et d'aller plus loin. Donc ça, ce sont les 5 composantes de la psychologie positive, d'après Martin Seligman. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, donc si on joue sur ces 5 composantes, on arrive à accroître le bonheur des gens. On a vu tout à l'heure que ce qui était important, ce que recherchaient en fait les entreprises, c'est avoir des collaborateurs et des clients heureux. Donc, si on essaye de rejoindre les deux, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de l'entreprise pour essayer d'appliquer ce PERMA pour faire en sorte que nos clients, nos collaborateurs aient la meilleure expérience possible, le plus de bonheur possible. Donc, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Quelle action on peut mettre en place? Alors, il y en a plein. Il y en a qui sont hyper naturels et qu'on fait hyper souvent. Et puis, il y en a, on se dit, ah oui, c'est un peu comme les 5 fruits et légumes par jour. Ça, je devrais un petit peu plus le faire. Donc, la première chose, c'est, on l'a dit, ce qui est important, c'est d'avoir des émotions positives. Donc, lorsque vous avez des succès, même si vous n'êtes pas allé sur la Lune ou dans l'espace avec votre équipe, ayez effectivement des moments pour célébrer. Célébrer vos réussites et féliciter vos équipes. Parce que ça va montrer effectivement que vous avez réussi quelque chose ensemble et que vous pouvez fêter, avoir des moments de joie ensemble. La deuxième chose, c'est que si on veut effectivement de l'engagement, que les gens puissent réussir quelque chose, donc la partie E et la partie A, engagement et achievement, il faut donner à vos collaborateurs des missions qui sont à la limite de leurs compétences. C'est-à-dire pas trop en dessous, parce qu'ils vont s'ennuyer, mais pas trop au-dessus, parce qu'ils vont être démotivés. Il faut juste trouver le seuil un tout petit peu au-dessus pour les engager et leur donner envie de faire. Donc, il est important de bien connaître les compétences de ces collaborateurs, connaître vers quel endroit les collaborateurs ont envie de se développer pour travailler avec eux leur plan de développement et pour ensuite pouvoir effectivement travailler avec eux, leur donner des missions, on va le voir, qui donnent du sens, qui les intéressent, mais surtout des missions où ils peuvent réussir. C'est bien pour le collaborateur et globalement, c'est aussi très bien pour l'entreprise. L'un des troisièmes sujets qu'on peut voir, c'est tout ce qui va être la communication non violente. Donc, apprendre à se dire les choses, parce que ça, effectivement, ça va être important dans la partie, effectivement, émotion positive, dans la relation. S'il commence à y avoir des conflits latents ou des choses qui ne sont pas dites, en fait, les gens vont réduire les relations qu'ils vont avoir avec leurs collègues, voire avec les clients. Donc, c'est important que donc, il y a beaucoup de principes qui ont été développés, de théories et même d'entraînement qui sont faits au niveau de la communication non violente. C'est important de pouvoir se dire les choses sans attaquer la personne, sans que la personne se sente bloquée et en lui donnant envie de passer à l'action. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir travailler là-dessus. Ensuite, autre sujet, c'est d'avoir des règles du jeu qui sont claires, aussi bien au niveau de vos collaborateurs que vos clients. Avoir des zones d'ombre fait que les périmètres ne sont pas clairement définis et les collaborateurs ne savent pas comment ils vont pouvoir avancer. Et c'est la même chose pour des clients. Jusqu'où vous couvrez les compétences et jusqu'où vous n'assurez plus, par exemple, votre service technique. Donc ça, c'est important d'avoir des règles très claires sur où est-ce que vous jouez, où est-ce que vous ne jouez plus. Ça fait partie des 5 fruits et légumes. Éviter le multitasking. Donc, c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois. Typiquement, ça veut dire de demander à tout le monde d'éteindre son téléphone portable quand on est en réunion, quand on est en visio. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Par contre, il est prouvé que le cerveau met 7 minutes à se reconnecter à une tâche. Donc, si vous voulez être effectivement dans le flow, dans l'engagement, ça va être compliqué si le cerveau doit remettre 7 minutes à se reconnecter. Donc ça, c'est effectivement un sujet plutôt simple, comme ça, mais qui peut être mis en place. Et puis, par respect aussi pour un client ou pour un collaborateur, le fait d'éteindre son portable, d'être vraiment avec lui, ça change vraiment la discussion. Autre sujet plus facile et plus vivant, toujours dans l'idée effectivement de montrer qu'on a réussi et puis de créer du lien, c'est de faire partager les bonnes histoires, les bonnes pratiques, de les valoriser officiellement et pour pouvoir les transmettre. On l'a dit, c'est intéressant pour les gens d'aller plus loin que leur périmètre à eux, de pouvoir transmettre à une équipe, voire à l'humanité. Donc, vraiment mettre en place des systèmes, dès qu'il y a des réussites, de les faire transmettre, de les célébrer, on l'a vu tout à l'heure, mais de les faire transmettre également, voire, on en reparlera après, de les modéliser. Parce que souvent, on a tendance à modéliser ces échecs, essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réussi et puis comment on pourrait faire pour pas que ça se reproduise. On fait rarement ça sur ces réussites et c'est aussi intéressant, on va le voir juste après.
Par rapport à ces clients, pour donner du sens, il y a beaucoup d'entreprises qui font de plus en plus ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire des vie ma vie client. Parce que parfois, on ne se rend pas trop compte, en fait, dans l'expérience que vit le client, de toute la valeur que peut apporter chaque fonction. On a un peu l'impression, oui, moi je fais ça, mais enfin, ce n'est pas très intéressant. La tâche n'est peut-être pas intéressante, mais néanmoins, à la vision du client, c'est une tâche qui est fondamentale. Donc, de faire des vie ma vie clients à vos collaborateurs vont permettre, en fait, de donner du sens à leur action. Et ça, c'est plutôt amusant à faire. On l'a essayé avec plusieurs clients, c'est plutôt amusant à faire. L'autre sujet, c'est de mettre du contexte, en fait. Ça revient à peu près à la même chose. C'est que si on sait pourquoi on fait quelque chose, ça va quand même être beaucoup plus intéressant. C'est toujours l'histoire des 3 tailleurs de pierre. C'est qu'on va savoir pourquoi on le fait. Voire, ça va plus loin. C'est qu'à partir du moment où une personne sait pourquoi elle le fait, ça va être plus facile qu'elle prenne des initiatives. Si elle sait que, si on prend l'exemple du tailleur de pierre, que telle pierre va aller à tel endroit, qu'elle va être la clé de voûte de l'édifice, là, il faut vraiment que ce soit parfait. Elle va donc se permettre aucune erreur. Si on a une qui est sur le côté, qui n'est pas trop vue, elle sait qu'elle pourra effectivement peut-être passer moins de temps pour le faire. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, la prise d'initiative est autant importante pour le manager que pour le manager. Autre sujet qui est effectivement créer des échanges. Alors ça, pareil, ça n'a pas l'air très compliqué comme ça sur le papier. Après, vu le contexte, ce n'est pas aussi simple de le faire, mais c'est important de créer des contextes d'échange entre pairs, entre services. Un des gros problèmes actuellement de nos entreprises, c'est la partie silo. Les gens, en fait, parlent toujours aux mêmes personnes, mais l'information ne passe pas d'un silo ou d'un service à l'autre. Donc, l'idée, on peut le faire en faisant partager, par exemple, des expériences, en créant des moments ludiques, en créant, par exemple, des chartes. On va faire créer une charte d'entreprise sur un projet et chacun va décider un peu comment il voit les choses. Il va comprendre aussi les différentes personnalités en ayant des séminaires un peu, pas juste entre équipes, mais avec d'autres équipes. Va permettre aussi de mieux comprendre comment les autres fonctionnent et puis d'échanger, finalement, de s'apprécier. Le fait de s'apprécier va donner envie d'échanger plus facilement. Autre sujet sur lequel on peut travailler, c'est effectivement de prendre du temps pour remercier et apporter son support. Ça, on est tellement dans des vies parfois de 200 ou 300 à l'heure qu'on n'a pas trop le temps de le faire, ça semble à peu près évident. Mais commencer des mails par bonjour et les finir par merci, ça ne prend pas énormément de temps et ça a quand même un impact assez important. De la même manière, remercier quelqu'un qui a fait quelque chose qui effectivement peut-être dans son travail, c'est exactement la même chose. Et pour les clients, ça va être à peu près la même chose. Pensez à remercier peut-être, lorsqu'on est sur des gros projets, il y a beaucoup de personnes chez les clients qui interviennent et ça va être intéressant aussi de remercier même des personnes qui n'ont pas fait la grosse partie du travail, qui n'étaient peut-être pas les décideurs principaux, mais qui ont favorisé l'avancement des dossiers. Ça, c'est important de le faire officiellement et c'est pareil. Remercier, ça se fait du cœur, mais ça se peut aussi s'apprendre à le faire. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas comme ça entre 2 portes à la machine à café. On le fait en expliquant vraiment, vraiment pourquoi. Et ça rejoint l'autre point, qui est de donner et recevoir des feedbacks. Si vous deviez retenir qu'une chose en fait de cette présentation, c'est probablement celle-là. Comment vous donnez et vous recevez des feedbacks aussi bien avec des clients qu'avec des collaborateurs. Parce que, si les feedbacks sont positifs, ils vont être motivants, ils vont permettre d'aller plus loin. C'est vrai pour des clients, quand vous allez leur donner des feedbacks positifs, ils auront plus d'engagement avec vous. C'est vrai pour vos collaborateurs, qui vont leur permettre de pouvoir avoir envie d'aller encore plus loin. Et des feedbacks, il n'y a pas toujours que du positif, mais des feedbacks négatifs qui sont constructifs vont permettre aussi de mieux faire avancer les choses. En gardant toujours le bon dosage. 5 feedbacks positifs pour un feedback négatif. Sinon, effectivement, on n'est plus dans un rapport où on a vraiment envie d'avancer. Ça, c'est vraiment important. Donner des feedbacks, c'est pareil. C'est toujours sur l'action, jamais sur la personne. Donc, pareil, ça s'apprend à le faire. Ça vient devenir une petite hygiène. C'est pas rapidement à la machine à café. C'est pas non plus 4 heures dans un restaurant 5 étoiles. Mais c'est important de pouvoir le faire. Autre sujet, alors là c'est le grand sujet, Simon Sinek qui est un conférencier anglais en parle souvent, c'est Start with Why, expliquer le pourquoi. C'est aussi vrai au niveau de vos clients que de vos collaborateurs, c'est de donner du sens. Simon Sinek prend souvent l'exemple de dire, en fait quand Apple vend quelque chose, il vend plutôt sur du pourquoi, sur le fait d'être en avance sur la technologie. C'est pareil, vous réfléchissez à ce qu'on va appeler la raison d'être. Pourquoi vos clients vont plus acheter votre solution qu'une autre ? Quelle est cette raison d'être? Qu'est-ce qui vibre? Parce que c'est ça qui va donner du sens à leur action. Et potentiellement, ils sont prêts à investir plus
s'ils ont du sens dans l'acte qu'ils réalisent. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de sens autour de l'écologie, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est la même chose au niveau de vos collaborateurs, donner du sens à ce qu'ils font, quelle est la mission qu'ils viennent servir au sein de leur entreprise. Pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Typiquement, pour l'exemple de Business Up Academy, nous, notre mission, c'est de faire progresser votre société en faisant progresser la société. Parce que notre idée, c'est de dire qu'on peut faire du business, on peut faire avancer les choses avec du positif, avec de la diversité, avec effectivement des choses qui sont plutôt positives pour l'environnement, plutôt qu'effectivement en faisant des choses assez rapidement. Donc ça, c'est un sujet sur lequel c'est important de pouvoir communiquer, même si je sais que c'est pas simple, il y a eu beaucoup d'entreprises à mission qui se sont créées, c'est pas si évident, sans forcément devenir une entreprise à mission. C'est intéressant de vous dire, OK, pourquoi nos clients ont intérêt, qu'est-ce qu'on apporte de plus que les autres, au sens global du terme, pas juste pour vous, mais au sens global de l'humanité. C'est pareil pour les clients. Donc, expliquer la raison d'être et donner des valeurs. Les valeurs, ça sert en fait à aiguiller. Quand tout va bien, à la rigueur, on sait tous où on va avancer. Mais en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez des moments où y a des décisions qui sont difficiles à faire. Les valeurs vont être votre boussole, en fait. Où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous ne voulez pas aller. Et quand il y a des décisions à prendre, que ce soit avec un client ou que ce soit avec un collaborateur, c'est vos valeurs qui vont vous orienter. Donc, c'est important qu'elles soient connues de vos clients, de vos collaborateurs, parce que c'est ce qui va créer l'adhésion. C'est pour ça qu'on va vous rejoindre. Aujourd'hui, on voit, il y a vraiment une pénurie pour recruter certains collaborateurs. C'est avec ces valeurs que vous allez pouvoir, avec ces valeurs et le sens, la raison d'être, que vous allez pouvoir les attirer, en leur donnant envie de venir contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, avec ces règles du jeu d'une certaine manière. L'autre chose, alors ça c'est vrai beaucoup pour les clients, c'est comment avoir une expérience vraiment différenciée, personnalisée. C'est un sujet qu'on retrouve chez tous les clients, oui mais chez nous c'est différent. Et c'est vrai, chez chaque client c'est différent. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir personnaliser l'expérience que vous délivrez à chacun de vos clients ? Alors, la personnalité, je prends souvent l'exemple. Vous pouvez personnaliser une glace, peut-être parfois juste en rajoutant un petit peu de chantilly dessus ou un petit coulis au chocolat. Ce n'est pas exactement la même glace. Néanmoins, le reste identique. Donc, vous, quelle est un petit peu votre secret sauce que vous allez mettre au dernier moment chez chacun de vos clients pour personnaliser, bien comprendre, passer du temps avec une écoute active pour bien comprendre quels sont les besoins de vos clients et comment vous allez pouvoir ajouter cette touche qui est particulière et qui n'est que pour eux. Donc ça, c'est un autre sujet. Et on le dit sur les clients, c'est la même chose pour les individus. C'est-à-dire que pour les collaborateurs, chaque collaborateur est unique. Il va falloir effectivement comprendre leur mode de fonctionnement. Il y a beaucoup de méthodes qui existent avec du DISC, des couleurs, le MBTI. C'est important de comprendre quels sont les leviers, comment fonctionnent vos collaborateurs. Qu'est-ce qui les fait bouger? Qu'est-ce qui les met en zone de stress? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les démotive? Qu'est-ce qui les recharge en énergie? Ça, c'est important de le comprendre parce que vous allez pouvoir faciliter les choses. Quand c'est compliqué, quand les projets deviennent un peu compliqués, c'est intéressant de pouvoir se dire, OK, je vais mettre un petit peu de boost là-dessus. Et puis, les deux derniers sujets, alors celui-là, c'est probablement mon préféré, c'est tout ce qu'on va appeler Appreciative Inquiry ou Strengths-Based Management, qui ressemble un petit peu, même si ce ne sont pas exactement les mêmes méthodes. L'idée, l'Appreciative Inquiry, va être on va aller chercher, on va analyser tous les succès qu'on a eus dans l'entreprise, et on va essayer de modéliser qu'est-ce qui fait que ce succès a marché, et comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce succès pour le dupliquer sur quelque chose d'autre. En tout cas, on utilisait cette modélisation. Donc ça, c'est vrai au niveau du groupe. Et au niveau de l'individu, on va plus être sur du strengths-based management, qui est plus dans l'idée de se dire, plutôt que de regarder, vous savez, c'est les fameux entretiens annuels qui, je pense, amusent aussi autant les managers que leurs collaborateurs. Ah oui, c'est vrai, il y a cet entretien à faire. En fait, ça pourrait devenir un vrai moment de plaisir et voire un même moment de ressources pour les deux si on utilise cette méthode-là. L'idée, c'est d'aller se focaliser sur les points forts. Au lieu de dire, en fait, on se rend compte que faire passer d'un point faible à un point fort, ça demande énormément d'énergie, énormément de temps. C'est un peu comme l'ombre et la lumière. Le plus facile va être plutôt d'augmenter la lumière. Ça ne veut pas dire qu'on va pas travailler sur les ondes d'ombre, mais on va surtout augmenter la lumière pour que ça se passe mieux. Et en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est quelles sont les forces des collaborateurs. Sur quoi ils peuvent s'appuyer véritablement pour les développer et que cette lumière soit tellement forte que finalement leurs zones d'ombre ne deviennent plus du tout un problème puisque c'est éclairé par le reste. Donc ça, c'est une méthode qui est très puissante, sur laquelle nous, on travaille beaucoup. Et pour l'avoir aussi vécu, à chaque fois sur toutes les méthodes
Je les ai vécus et j'ai été formée dessus, mais même quand je l'ai vécu, ça m'a vraiment bousculé. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. On va aller chercher en fait quels sont les environnements dans lesquels on réussit. Et on va interroger le collaborateur sur une réussite. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort. Que ce soit avec vos clients ou vos collaborateurs, faites-leur parler de leur succès, faites-leur parler de la réussite. Parce que dans des moments où on est un petit peu en tension, où on est un peu en baisse d'énergie, le fait de se remémorer en fait une réussite va redynamiser énormément les collaborateurs, énormément les clients aussi. Vous en apprendrez aussi beaucoup sur la manière dont ils fonctionnent et vous pourrez voir peut-être ce que vous pouvez en tirer pour pouvoir les amener plus loin. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. Enfin, je vous incite vraiment à regarder un peu. Si pour certains, ça vous intéresse, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, envoyez-moi un petit mail. Je vous enverrai une vidéo de David Cooper-Ryder qui est là-dessus et qui est vraiment très, très intéressante. Et puis enfin, le dernier point peut-être qu'on peut évoquer, c'est la partie créer, partager une ambition commune. Ça rejoint beaucoup le why, mais qui est vraiment au niveau de l'entreprise. Là, on peut le mettre au niveau d'un service, d'un département, d'une équipe projet, qui est de se dire en fait, ok, on a envie d'aller là, on a envie de monter cette montagne et on va y arriver ensemble. Donc c'est de créer quelque chose. Là, pour le coup, ça reprend effectivement toutes les lettres du PERMA, parce qu'on va avoir quelque chose de positif, on va vivre quelque chose d'amusant en allant conquérir quelque chose de nouveau. On va tous être engagés pour pouvoir y arriver. On va être tous en lien les uns et les autres pour pouvoir faire les choses. On va avoir un sens. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour pouvoir réussir sur cette ambition, surtout si l'ambition a du sens, a de la valeur, etc. Et puis, parce que une fois qu'on a réussi, on va être très fiers et puis on va pouvoir célébrer nos réussites. Je vous laisse boucler la boucle parce qu'elle se finit quasi jamais. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire. On va être effectivement dans la mise en place de ces méthodes PERMA et en même temps, on va être concentré sur comment on améliore l'expérience des collaborateurs. Et puis il y a un dicton qui dit collaborateur heureux, client heureux. Donc en s'occupant généralement du bien-être de vos collaborateurs, vous vous occupez aussi de l'expérience positive que peuvent avoir et de l'expérience que peuvent avoir vos clients. Donc voilà quelques pistes. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des sujets qui vous avez compris, c'est un sujet qui me passionne. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, j'échangerai vraiment avec plaisir avec vous. Ce qui peut être intéressant, on l'a vu, c'est effectivement de construire une charte d'équipe pour mettre en place toutes les équipes ensemble. Donner et recevoir du feedback, ça c'est un sujet extrêmement important, en particulier en ce moment, suite au télétravail, au mode de travail hybride, de savoir comment chacun fonctionne, ce qu'il ressent, ce qu'il apprécie bien, et savoir comment on aime travailler avec lui. Donc c'est un point vraiment important à mettre en place. Le management par les points forts, ça c'est pour les entretiens de fin d'année qui arrivent, essayer d'avoir cette optique en disant, ok, plutôt que de faire la liste points forts, points faibles, comment est-ce que je peux essayer de chercher les forces. Même sur la partie vente, c'est pareil, c'est la partie vente en apportant de la valeur, en donnant du sens à ce que vous faites et pas en étant juste, ok, vous avez un problème et j'ai une solution, en essayant de faire progresser le client sur pourquoi il fait ça, pourquoi on le challenge, avec des approches de consultative selling ou autres. De donner du sens et de créer de la cohésion aussi chez le client. Vous pouvez utiliser des méthodes telles que le design thinking, je crois qu'il y avait une conférence dessus ce matin, pour aller mettre du design thinking au sein de vos processus de vente pour justement créer un sens commun et créer des émotions positives. Ensuite, co-créer. Ça, c'est un point important aussi. Co-créer avec vos clients. Il y aura d'autant plus de sens, d'autant plus d'engagement et d'autant plus de relations avec vos clients que vous aurez co-créé quelque chose avec eux. Et puis, ça revient à ce qu'on disait, vos clients sont uniques, ils veulent quelque chose de personnalisé. Trouver et exprimer son why et le faire comprendre. Ça, il y a beaucoup de littérature actuellement dessus. Et puis après, effectivement, reprendre contact avec ses clients et puis potentiellement aussi, on parle beaucoup du coaching en individuel, en collectif. Aussi, on parle aussi beaucoup de la posture du manager coach, même si ce n'est pas vraiment du coaching. C'est des postures qui sont intéressantes parce qu'en fait, elles vont être sur comment on est à l'écoute de ses collaborateurs, aussi comment on a cette écoute active avec le client potentiellement aussi. Et donc, on va pouvoir répondre plus précisément à leurs attentes et voir tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avoir un petit peu captivé sur le sujet, en tout cas, donner envie d'aller plus loin là-dessus. Mon adresse mail, vous l'avez là. Donc, si vous avez des questions ou envie de parler de ce sujet-là, ça sera vraiment avec plaisir. Marie-Hélène, est-ce qu'on est spammé de questions? Pas complètement. Quelques questions? On a quelques questions. Donc, notamment, une question de Elena qui
pose la question des objectifs, parce qu'elle dit que vous parlez de la clarté, mais qu'en est-il des objectifs pour engager, qu'il faut qu'ils soient clairs, tout comme les règles. Et parce qu'elle explique qu'en entreprise, on finit à peine un objectif, on n'a pas le temps de voir les résultats, de débriefer tout ça, qu'on passe à un autre. Et donc autant il faut que les règles soient claires, mais les objectifs également. Oui, alors merci Elena pour la question. Effectivement, il va falloir avoir des objectifs qui sont clairs, on va toujours avoir l'histoire de SMART, qui soient réalisables, mettent un petit peu de challenge et donner du sens en fait à ces objectifs. Pourquoi pour l'individu, pour le client, on va avoir envie de faire ça, pour vraiment engager et donner envie de se battre dans le bon sens du terme pour pouvoir y arriver. Et oui, c'est pas simple parce que on le disait, on va dans une vie à 200. Encore, quand vous dites on a fini un projet, on en commence un autre, c'est parfois même plutôt directement. On a à peine fini un projet qu'on en commence déjà un autre. Donc ça peut être effectivement de segmenter, d'avoir des objectifs qui sont très précis par projet, avec des KPI assez précis, que ce soit aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif. On peut aussi espérer donner un objectif qui va être le bien-être de l'équipe, la bonne cohésion, la bonne transmission des informations avec les autres services. Donc oui, il faut que ce soit clair, il faut qu'il y ait une adhésion sur le pourquoi. En fait, à partir du moment où on est d'accord sur pourquoi on va aller là-bas, on va pouvoir un peu plus facilement discuter comment on va pouvoir le faire. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, Elena, parce qu'en fait, comment on le fait? Oui, il faut effectivement donner des objectifs assez précis, et pouvoir les mesurer, pouvoir en discuter, et pas attendre la fin, et donner des feedbacks surtout. Donner des milestones avec des feedbacks réguliers, parce qu'il ne s'agit pas au bout de 3 mois de dire « bah oui, mais ça n'allait pas ». Bah oui, ça aurait été sympa de le savoir avant. Et alors moi j'ai une question aussi. Je me demandais comment on peut optimiser l'expérience collaborateur en ce moment avec le télétravail justement. Ah, ça aussi c'est une bonne question. Oui, c'est pas évident parce qu'avec le télétravail ça a un peu changé nos modes de fonctionnement. On se voit pas, donc on a moins le feeling de comment vont les gens à la machine à café ou en passant dire bonjour dans les bureaux. Et puis en même temps maintenant on est plutôt en mode hybride d'ailleurs, où on est moitié au travail, moitié, mais on ne se croise pas forcément, ça dépend des modes d'organisation des entreprises. Parfois, il y en a, c'est lundi, mardi, les autres. Donc il faut vraiment trouver un moyen pour pouvoir échanger tous ensemble. Vous allez dire que je fais une fixette dessus, mais le fait de donner et de recevoir des feedbacks, même par téléphone, c'est encore plus important. Il y a une étude qui a été réalisée par Gallup, justement, que vous retrouverez sur notre page, enfin sur LinkedIn, sur notre groupe, qui montre que les entreprises en fait, qui ont mis en place durant le télétravail beaucoup plus de feedback ont un bien meilleur engagement de leurs collaborateurs, bien meilleure performance. Donc ça peut être un point la marche n'est pas trop haute parce que les gens ont quand même tous un peu l'habitude de faire des feedbacks, même si ils le font plus sur des négatifs que des positifs. Mais ça peut être un point qui est extrêmement important et surtout garder du contact. Si on reprend un peu les points du PERMA, voilà. Et on va falloir se dire, OK, si un collaborateur est à distance, comment je vais pouvoir lui apporter des émotions positives, le faire collaborer avec ses collègues, l'amuser, qu'il ait quand même du plaisir dans ce qu'il fait, le fait d'être à distance avec des collaborateurs. Comment je l'engage? Comment je donne quand il est captivé par la mission que je lui donne, donc s'assurer aussi que la mission, on revient un peu sur les objectifs. Comment je garde du lien avec les relations, avec ses collègues. Et on le sait, on l'a vu pendant un peu le confinement, il y avait des apéritifs virtuels, etc. Donc ça peut être aussi. Mais c'est important. Aujourd'hui, on est plus en mode hybride d'ailleurs que pur télétravail. Et c'est important de penser à ça quand on fait les organisations des plannings. Et pas de se dire, ça c'est lundi, mardi, telle équipe, mercredi, jeudi, telle équipe. Et puis, résultat, ils ne se croisent jamais. Donc, si on était dans l'idée de donner du sens, de créer du lien, etc., on n'aura pas forcément cette... Donc, réfléchir à peut-être des modes hybrides aussi d'organisation qui permettent à des équipes de se retrouver, à des individus de se retrouver, et puis à des interservices de se retrouver. C'est une vraie question, ça c'est vrai. Et puis sinon, je me posais aussi la question, tout à l'heure vous parliez d'indicateurs, et comment les NPS, parce qu'on en parle beaucoup aussi en ce moment, peut aider à connaître l'expérience, à mesurer l'expérience client. Oui, alors le NPS, c'est le Net Promoter Score, en fait, pour que tout le monde soit OK. En fait, très clairement, on va demander si on a plutôt eu une bonne expérience, si on recommanderait effectivement. On va aller chercher des ambassadeurs avec le NPS. Quelles sont les meilleures personnes qui vont pouvoir parler? Alors, à partir du moment où vous avez des ambassadeurs, c'est qu'a priori, ils ont quand même une bonne expérience, ils ont une bonne expérience client. Ça, c'est intéressant d'aller mettre de l'action, d'aller chercher pourquoi ils ont été contents. Pareil, de faire des feedbacks avec eux, de se dire, OK, pourquoi ils ont été contents,
potentiellement, s'il y avait encore des choses qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que ce serait? Et de faire un peu du strength-based management plus ou moins avec eux, aller chercher quels sont les points forts sur lesquels ils ont travaillé. Après, le NPS, c'est bien parce que ça permet d'avoir un indicateur en fait de l'expérience de l'expérience client assez rapidement et assez facilement, entre guillemets, à partir du moment où on est équipé par ces technologies. Donc, ce sont des capteurs, c'est un peu comme des pulses qu'on va mettre par différents outils qui existent pour mesurer. En fait, on mesure l'expérience client, l'expérience collaborateur. On la mesure avec des pulses. On va aller prendre des petites enquêtes, un peu le pouls. On va prendre le pouls des collaborateurs, on va prendre le pouls des clients pour... Ah, là, il commence à y avoir un petit dysfonctionnement. Il faut tout de suite agir. Le pulse va être vraiment dans l'action immédiate. Le NPS, on est plutôt à la fin du parcours. Ou, en tout cas, il y a déjà eu un engagement assez fort et c'est plus pour des clients. Et concrètement, c'est quoi ces pulses? Concrètement, quelles petites enquêtes, oui, concrètement, ce sont des questions qu'on va poser régulièrement. Alors, l'intérêt vraiment, c'est que c'est quelque chose de très régulier, très court et assez ponctuel. Et on va poser la question, typiquement pour de l'expérience collaborateur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt mieux, moins bien que la semaine dernière? Est-ce que vous avez eu un échange avec votre manager, constructif, pas constructif? On va vraiment chercher. En fait, ce qu'on va chercher à mesurer, c'est s'il y a des évolutions. S'il y a une tendance baissière, surtout, qui commence à arriver, pour pouvoir tout de suite, c'est vraiment le pulse comme la tension. Si ça commence à s'affoler, il faut tout de suite aller voir un médecin. Et donc là, c'est un peu pareil. Le manager doit tout de suite s'alerter en disant, là, il y a un collaborateur qui n'est pas bien. Il faut tout de suite qu'on s'en occupe. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire pour améliorer son expérience et pour qu'il soit mieux. D'accord. Et avec les clients, on peut faire ça également? Exactement, oui, exactement. Et c'est ce qu'on va faire aussi avec les clients. On va mesurer durant tout leur processus en fait de vente. Est-ce qu'ils sont contents? Alors, on va leur demander, est-ce que vous trouvez facilement d'autres sites? Est-ce que vous avez une bonne expérience avec votre commercial? Est-ce que notre service client vous a répondu suffisamment? Et puis, on va mesurer tout ça dans le temps, toujours dans l'objectif d'aller déceler, pas a posteriori en se disant mince, ce client n'était pas content. C'est dommage parce qu'il a déjà eu le temps d'en parler à la planète entière. Mais on va aller chercher tout de suite, essayer de vraiment avoir une réaction le plus rapide possible par rapport à ça. Donc il faut que ce soit un petit peu processé. Il faut que ce soit vraiment processé. Il y a des outils qui existent. Alors ça, c'est franchement l'idéal parce que à partir du moment où on se met, ça se met en place automatiquement. Après, j'ai souvent tendance à dire que parfois les outils vont aller remplacer ce que faisait peut-être l'humain de manière un peu plus naturelle quand on était dans un rythme où ça allait moins vite en fait. En fait, ce qu'on va refaire, c'est ces outils. Et quand on parle d'expérience collaborateur et d'expérience client, on va faire ce que faisait un bon père de famille avec ses collaborateurs, savoir si ça allait pas, celui-là ça va pas bien, mais il a des problèmes perso, etc. Sauf que ça n'allait pas aussi vite, on avait plus de temps pour discuter. Là, aujourd'hui, ça va très vite, donc on va chercher un peu à industrialiser d'une certaine manière ça, pour pouvoir peut-être avoir plus de temps sur l'action qu'on va pouvoir mettre en place que sur le fait de collecter cette information. D'accord. Et alors, j'avais pensé aussi à une chose, j'ai noté une petite question pendant que vous parliez. Je me demandais aussi comment on peut augmenter l'expérience collaborateur d'un collaborateur démotivé, justement, le télétravail ou tout ça. Oui. Ouais, alors ça, les collaborateurs très démotivés ou très démotivés, il va falloir déjà voir pourquoi, essayer de comprendre les raisons de sa démotivation déjà. C'est important surtout aujourd'hui où on est dans une course au talent. Il y a quand même... il y a pénurie sur certaines fonctions. Donc c'est vraiment important d'essayer de comprendre. Déjà, si c'est dans vos meilleurs collaborateurs ce qui se passe, d'essayer vraiment de comprendre. Donc là, il faut vraiment avoir un entretien très clair avec le collaborateur, savoir pour quelles raisons il commence à être démotivé. Est-ce que c'est parce que la tâche qui lui a été assignée ou qu'on lui a proposée, la mission qu'on lui a proposée ne l'intéresse pas ou plus? Ou est-ce qu'elle est trop difficile? Ou est-ce qu'elle est trop facile? On revient un peu, est-ce que finalement l'objectif qui est donné, il est au bon niveau ou pas? Et puis, parfois, alors ça c'est assez impressionnant, mais ça arrive, et ça arrive aussi avec certains de nos clients avec qui on leur fait découvrir ça. C'est parfois des problèmes logistiques qui sont pas très compliqués à résoudre, mais qui finalement, tout le temps mis bout à bout, démotivent les collaborateurs. Donc ça va être important d'essayer. Si vous avez des outils d'expérience collaborateur,
Si vous pouvez essayer de voir à quel moment ça a décroché. Si vous pouvez essayer de voir s'il y a des liens de corrélation avec, je ne sais pas, s'il est commercial, des tensions avec des dossiers qui ont été plus difficiles, des dossiers qui ont été perdus, ou des clients qui ont réduit des budgets, etc. Savoir si c'est extérieur à votre entreprise ou intérieur ou interne à votre entreprise. Et puis après, s'il y a vraiment un sujet principal de démotivation, d'essayer de le traiter ouvertement. Après, vous pouvez effectivement utiliser aussi la psychologie positive en disant, OK, déjà, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant le PERMA. Donc, je ne sais pas si toutes et tous, là, vous avez fait le test, vous vous êtes dit, oh, ça, c'est super important pour moi. Mais il y a sûrement un des 5 axes qui est le plus important pour vous. Ça ne veut pas dire que les autres, vous n'en avez rien à faire, mais il y en a un des 5 probablement qui est plus important pour vous. Donc, déjà, savoir quel est celui pour lequel c'est le plus important. Parce que si effectivement, il est dans la relation et qu'il est actuellement... il vient de sortir d'une période de confinement et que vous lui demandez encore de rester à distance, là, effectivement, il va falloir un petit peu réagir à ça. Ça, c'est important de pouvoir réfléchir là-dessus et puis de pouvoir mettre en place des actions avec lui. On est aussi dans la co-création avec les collaborateurs. Aujourd'hui, les entreprises ont des organigrammes quand même beaucoup plus aplanis et c'est tout l'objectif aussi du lien avec le collaborateur, c'est de pouvoir co-créer cette expérience positive pour tout le monde, en fait. Oui, c'est tout à fait vrai, ça. Et puis, du coup, un dernier petit conseil, peut-être, c'est par où commencer? Qu'est-ce que vous nous recommanderiez si on veut commencer avec la psychologie positive? Si on veut commencer avec la psychologie positive, alors ce que je vous recommanderais, c'est déjà effectivement de regarder un peu ce que dit Seligman, parce que moi, il me captive, donc forcément, je trouve ça assez passionnant. Il y a pas mal de choses qui ont été dites là. Si on est vraiment sur comment j'utilise la psychologie positive, si je m'intéresse à la psychologie positive, c'est encore autre chose. C'est effectivement d'aller comprendre quel est le fonctionnement potentiellement des neurosciences, etc. Mais si on est vraiment sur quelle action je peux mettre en place, je dirais que peut-être la plus simple, c'est vraiment comment on va célébrer et féliciter. Parce que ça, c'est la plus simple, c'est quand même la plus sympathique, qui ne demande pas beaucoup de logistique, qui peut être faite régulièrement. Donc ça, c'est, je dirais, la plus simple. Celle qui est extrêmement importante à mes yeux, je vous l'ai dit, c'est la partie feedback. Parce que s'il y a des moments où il y a des décrochages dans un sens ou dans l'autre, il vaut mieux les corriger tout de suite. Et si les choses se passent bien, surtout, il faut le dire. Il faut le dire parce que parfois, dans la vie, et aujourd'hui en particulier dans la vie professionnelle, il faut prendre des risques, il faut prendre des initiatives, il faut tester de nouvelles choses. On apprend en marchant, etc. On demande aux collaborateurs d'apprendre en marchant, ils vont faire des erreurs. Donc, il faut accepter qu'ils fassent des erreurs et ce n'est pas une catastrophe. Un feedback négatif n'est pas une catastrophe du tout. Et de la même manière, s'ils ont pris un risque et qu'ils ont réussi, il faut leur dire pour valoriser la prise de risque, leur donner envie de recommencer et leur augmenter la créativité pour la suite. Donc, pour moi, ça, effectivement, c'est un sujet très important. Après, mon préféré dans tout ça, c'est effectivement le management par les points forts parce que vous allez engager vraiment vos collaborateurs sur du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions là-dessus. Oui, très bien, merci. Et du coup, ça va être le temps de laisser... Voilà, peut-être les dernières questions. Alors, vous pouvez tout retrouver, c'est ça? J'ai des questions. Bonjour, dans le cas où vous voudriez convaincre un chef d'entreprise de l'intérêt de mettre en place toutes ces pratiques, comment le feriez-vous? Et ah oui, si on change d'objectif en cours de route tout en demandant de l'efficacité, y a-t-il un temps d'adaptation? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait convaincre? Il va falloir déjà faire un diagnostic de savoir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, quel est l'objectif, pourquoi le chef d'entreprise aurait intérêt à mettre ça, les gaps et les axes de progression qu'il peut avoir. Donc pour ça, nous, on travaille toujours sur un diagnostic en fait, de où vous êtes, où vous voulez aller, ce qui a déjà été fait. En fait, on fait une propre analyse aussi des points forts et puis peut-être des zones d'ombre. Donc ça, c'est une première chose. Et après, le convaincre, c'est d'essayer peut-être certaines étapes et puis de vous montrer que ça marche. Parce que véritablement, ça marche. Donc, il ne faut certainement pas se lancer dans tout en même temps parce que sinon, c'est trop de chantier. Et tout ça, c'est en plus du business as usual. Donc, ça fait trop de choses en même temps. Oui. La deuxième question, c'était... Si on change d'objectif en cours de route, quel est le temps d'adaptation finalement? Est-ce qu'il y en a... Alors, changer d'objectif en cours de route, je dirais que c'est la vie normale des entreprises aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit trop bâbord, tribord, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, les collaborateurs ont le mal de mer. Maintenant, ils peuvent comprendre. Il faut surtout donner du sens. Pourquoi on a changé? Et pas dire, OK, alors ça, c'est la grande spécificité. La priorité cette semaine, c'est ça. Et puis jeudi, non, la priorité, c'est ça. Je ne comprends pas, lundi, c'était autre chose. Et là, ils ont l'impression d'avoir mis beaucoup d'efforts le lundi pour que finalement, on leur dise, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi.
pourquoi on a finalement décidé, on est obligé de changer l'objectif, parce que généralement, ce n'est pas une lubie qu'on prend le matin en disant tiens, je vais changer les objectifs. C'est plutôt des éléments extérieurs qui font que finalement, l'objectif A, il était important, mais il est plutôt bien atteint. On a pensé avoir du retard, mais on va vraiment l'atteindre. Et l'objectif B, qu'on pensait moins important, est devenu peut-être plus important. Donc, pouvoir expliquer, apporter du support, laisser les gens réagir sur comment eux vivent les choses aussi et les laisser exprimer sur le fait que ça peut être compliqué, leur proposer des supports pour pouvoir y arriver. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Donc, et je crois qu'on retrouve tout ça, c'est ça, sur l'application ? Oui, voilà. Je voulais. Merci beaucoup, Caroline. Donc, vous avez le mail de Caroline si vous avez des questions. Et puis, donc, vous pouvez retrouver beaucoup de formations, notamment des formations des webinaires qui ont été faits avec Caroline sur BPI France Université, qui est une plateforme de formation gratuite et ouverte à tout le monde. Donc, je vous conseille de vous inscrire sur cette plateforme c'est bpifrance-université.fr pour retrouver toutes nos formations. Merci beaucoup.